030 type T3 est une locomotive très populaire en Allemagne et bien des fabricants de trains miniatures l'ont inscrite à leur catalogue, tellement le souvenir, aujourd'hui encore, en est vif. Construite à 1300 exemplaires pour les chemins de fer allemands, ce qui est considérable à l'échelle européenne et pour l'époque, la T3 est aussi construite pour être vendue directement à de nombreuses firmes possédant des réseaux industriels privés. De 1878 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la T3 est certainement une locomotive omniprésente et indispensable sur le réseau allemand, celle dont on ne peut se passer pour 1000 tâches quotidiennes. Entre 1871 et 1913, le réseau d'Alsace-Lorraine, alors faisant partie du réseau allemand, met en service 75 locomotives assez proches des T3 allemandes, construites aussi bien en Alsace proprement dite que dans d'autres villes allemandes. Elle se distingue de la T3 allemande par le fait que l'attaque se fait sur le troisième essieu moteur, au lieu du deuxième pour les allemandes, par des systèmes de distribution différents et par des dimensions différentes, en particulier pour les entr'axes des essieux. Voici le petit train qui part, voici le petit train parti. Avant le chemin de fer, le transport des marchandises lourdes est très difficile et cher, sauf par les rares voies fluviales ou par mer. Durant le 19e siècle, seul le chemin de fer offre l'infrastructure, la puissance de traction et la vitesse commerciale nécessaires pour offrir un service efficace et développer l'industrie autour du transport des matières lourdes. Mais durant notre siècle, la route et même l'air lui prennent ce trafic dans lequel, pourtant, il est le seul à exceller vraiment. Il pénètre dans un tunnel, un gros tunnel tout noir. En 1918, le chemin de fer assure le redémarrage de l'économie et de l'industrie qu'il a créée au 19e siècle, après avoir été pratiquement seul à le soutenir pendant la guerre, faute d'essence et de pneus pour les camions. Maintenant, il court à travers la campagne en fête. Mais très rapidement, le camion reprend sa progression foudroyante, assurant avec souplesse et efficacité les transports que le chemin de fer assurait mal jusque-là, comme les colis et les denrées périssables. Il faut dire que les armées, et surtout celles des États-Unis, ont laissé en France plus de 90 000 camions, alors que jusque-là, le camion était très peu utilisé en France. Mais la garde-barrière était coquette et le mécanicien rêvait. Beaucoup de jeunes gens démobilisés les rachètent au surplus pour une somme modique et se font transporteurs, roulant jour et nuit à 25 ou 30 km/h dans des camions transformés, puis achetant dès que possible, et au fur et à mesure que l'industrie du poids lourd naît, les nouveaux camions Berlier, Bernard, Latil, Renault, Somua, Unique, Willem et tant d'autres marques qui connaissent un âge d'or. Mon petit train qui est tout démoli. Ah, si papa il savait ça. Ah, si papa il savait ça. Les années 1930 sont aussi celles du développement de l'autobus qui, rapide et souple, se glissant jusqu'au cœur des villages alors que les gares sont souvent à l'extérieur et à bonne distance, parcourt en 1 heure ou 2 les quelques 30 à 50 km nécessaires pour aller à la préfecture, alors que le petit train, lui, demande 5 à 6 heures, roulant à 15 km/h de moyenne. L'arrivée des premières petites automobiles populaires retire à ces trains leurs derniers voyageurs. Aujourd'hui, il ne semble pas, à moins d'une crise pétrolière équivalente à celle d'une guerre, que le rail retrouve sa position d'il y a 50 ou 100 ans et que dans le même mouvement, les petits chemins de fer secondaires puissent renaître un jour.
réseau en voie métrique du Vivarais était l'un des plus beaux de France jusqu'en novembre 1968, année où sa fermeture fut subitement décidée. Mais de courageux amateurs lyonnais se mirent à l'œuvre pour sauver cet ensemble ferroviaire de la destruction, et dès 1970, les premières circulations reprenaient sur la ligne de Tournon à Lamastre. Aujourd'hui encore, il est possible de voyager comme au début du siècle, dans des voitures anciennes en bois, remorquées par une superbe Mallet à vapeur. Partant de la vallée du Rhône depuis Tournon d'une part et la Voulte d'autre part, deux lignes montent à l'assaut des hauts plateaux de l'Ardèche par des itinéraires hardis et sauvages qu'aucune route ne pouvait emprunter et se rejoignent à Le Cheylard, le réseau étant complété par un prolongement vers Dunières. Ouvert à partir de 1886, le réseau est complet en 1905 avec la superbe rampe de Le Cheylard à Saint-Agrève qui longe la vallée de l'Eyrieux sur 9 km. Il totalise alors 203 km de ligne. Les habitants du Vivarais donnent très vite à leur train le sobriquet de Mastrou, du nom de la ville de Lamastre qui est au cœur du réseau. Le nombre et la qualité technique des locomotives placent ce réseau en tête des secondaires français avec des Mallets articulés du type 020 plus 020T ou 120 plus 020T construites par la Société alsacienne de construction mécanique en 1891 ou d'encore plus remarquables Mallets articulés du type 030 plus 030T formant une série de 14 machines très puissantes construites à partir de 1902 par la firme suisse SLM ou par la SACM à partir de 1927 pour les plus récentes. L'arrivée de Torail Billard, peu avant la dernière guerre ou après la libération, transforme la physionomie du réseau, mais ne fait pas disparaître pour autant la traction vapeur, surtout en hiver où seuls les lourdes locomotives peuvent affronter la neige des rudes hauts plateaux ardéchois en étant équipés de chasse-neige. En octobre 1963, peu avant la fermeture du réseau, arrive une locomotive diesel type BB de 414 chevaux, construite dans les ateliers de la compagnie à Montmirail, et cette machine très moderne remplace plusieurs locomotives à vapeur et réduit leur service, laissant seulement deux des 030 plus 030T en activité, les numéros 403 et 404.
train circule aujourd'hui sur une partie de ligne de 33 km reliant Tournon à Lamastre, portion qui est la plus spectaculaire de l'ancien réseau. On trouve 9 locomotives à vapeur, 5 locomotives et locotracteurs diesel de diverses provenances et 5 autorails diesel. Attention, dégagez les voies, 200 en profondeur. Je répète, dégagez les voies. Une locomotive mixte, robuste et simple voulue par le réseau du chemin de fer de Paris à Orléans pour l'attraction de ces trains de voyageurs omnibus. Voilà ce qu'est la série 4200, devenue en 1938 la série 230G à la SNCF. À l'époque, personne n'aurait pensé qu'une 4200 serait la dernière locomotive à vapeur officiellement en service en France. Étudiée en 1913 par le réseau du Paris-Orléans sous la direction de l'ingénieur Comte, ces locomotives de la série 4201 à 4370 sont construites entre 1914 et 1922. Bien sûr, c'est la Première Guerre mondiale qui interrompt la construction de la série, et à l'époque, le réseau du Paris-Orléans songe à faire terminer la série aux États-Unis, mais ce projet, mis au point en 1918, ne fut pas entrepris du fait du retour de la paix. Ces locomotives sont des 230, une disposition d'essieu classique pour une locomotive dite mixte,
Ce qui, à vrai dire, ne veut pas dire grand-chose sur le plan ferroviaire, sinon qu'il s'agit d'une machine que l'on peut engager dans toutes sortes de services, pourvu qu'il ne soit pas exigeant en vitesse ou en charge remorquée. C'est ainsi que ces 230 sont faites pour la remorque des trains de voyageurs express, c'est-à-dire à l'époque des trains ni vraiment rapides, ni vraiment omnibus. La série des 4200 du Paris-Orléans est bien, et il suffit de la regarder pour s'en convaincre, une presque pacifique, avec son avant à écran parfumé puissant et bien dessiné, digne des meilleurs Pacifiques Paris-Orléans, mais avec aussi un corps cylindrique écourté à l'arrière, une cabine étriquée et une absence de bicelle arrière flagrante. Bref, une Pacifique inachevée. Et cette locomotive est bien cela, née à l'époque des Pacifiques, mais pour des trains qui ne méritent pas une Pacifique. Des trains de 400 et même 500 tonnes ne leur font pas peur et elles les enlèvent pour atteindre facilement un bon 90 à 100 km/h. Les 35 km séparant Bordeaux de Libourne pouvaient être couverts en 28 minutes en tête d'un train de 500 tonnes. Elles peuvent aussi remorquer des trains de marchandises sur d'autres lignes. Mais leur spécialité reste bien le train voyageur omnibus, auquel elle peut imprimer des démarrages énergiques. Machines sûres, robustes, fiables, les 4200 font un excellent service, peu remarqué en tête de train, aussi peu remarqué circulant dans la France profonde du sud-ouest ou de l'ouest, du côté de Tours, Saint-Nazaire, Savenay, Landerneau, Vierzon, Ussel, Brive, Coutras, Périgueux. Certaines locomotives de la série, au nombre de 51, se retrouvent même sur le réseau de l'État, grand concurrent du chemin de fer de Paris à Orléans ou au Maroc pour 20 d'entre elles. On trouve les 4200 jusque sur la banlieue sud-ouest, sur la ligne Paris-Étampes. En 1938, aucune locomotive de la série ne manque à l'appel et toutes deviennent des 230G à la Société nationale des chemins de fer français. Les machines continuent leur service, mais sont peu à peu radiées durant les années 1950 et 1960. Les 19 dernières locomotives terminent leur carrière sur la région sud-ouest et la numéro 353 est sauvée à temps du chalumeau du ferrailleur par la SNCF, qui en fait sa locomotive à vapeur promotionnelle. Elle est souvent vue dans un grand nombre de films et surtout en tête d'un plus grand nombre encore de trains d'amateurs.
Construite en 1922, la 231G 558 est une Pacifique du réseau de l'État et elle fait une très belle carrière en tête des trains rapides Paris-Bordeaux, en passant par Chartres, Paris-Niort ou Saintes, Paris-Cherbourg, Paris-Le Havre. Elle termine sa vie entre Nantes et le Croisic, remorquant son dernier train le 29 septembre 1968. Garée à Angers, la locomotive est à Dieppe en 1969, où elle sert de chaudière fixe pour le réchauffage du fioul des cars ferries. La SNCF souhaite vendre la machine en 1971, mais grâce au chef de traction du dépôt de Sotteville, elle revient à ce dépôt en 1972. Il faut 5 années de longues tractations, beaucoup de courage et de persévérance pour obtenir la cession, pour un franc symbolique, de la locomotive à l'amicale des chefs de traction du réseau de l'Ouest. C'est chose faite le 4 novembre 1977, celle que ces cheminots de Sotteville appellent la princesse sera sauvée. La locomotive n'est pas pour autant remise en marche. Elle ne peut plus l'être, victime des dégâts causés par des années d'immobilisation. Il faut la restaurer entièrement et pour cela, il faut beaucoup de travail et beaucoup d'argent. Faute de mieux, et pour attirer l'attention sur elle, la locomotive est présentée froide dans diverses manifestations. En janvier 1983, le Pacific Vapor Club est créé, avec pour objet de remettre la locomotive en marche. Classée par les monuments historiques le 8 juin 1984, la locomotive est déjà sûre, pour le moins, d'échapper à la démolition. Mais il faudra environ 8000 heures de travail pour que la princesse, telle la belle au bois dormant, renaisse de son sommeil profond. Les 3 années 1983, 1984, 1985 représentent une époque difficile pour ce club qui a besoin, pour restaurer la locomotive, d'1 million de francs. En 1983, seulement 400 000 francs sont réunis grâce à des adhésions et des dons. C'est alors que d'anciens cheminots et d'autres passionnés se mobilisent. Avec des moyens réduits, comme par exemple le concours d'établissement scolaire, ils parviennent à redonner vie à cette véritable princesse du rail. Pendant ces 3 années, le Pacific Vapor Club n'aura reçu que 4 000 francs de subvention, mais aura dû acheter pour 100 000 francs de matériel. Le courage et l'abnégation d'une poignée d'hommes désintéressés parviennent à surmonter les difficultés techniques inouïes, en consacrant des journées et même des soirées entières, et en allant au-delà de toute fatigue. Ces amateurs au véritable sens du terme parviennent à ce tour de force qu'est de faire homologuer la locomotive le 28 novembre 1985 et d'obtenir le 30 mai 1986 l'agrément de la SNCF lui ouvrant officiellement les lignes du réseau national. Le 29 juin 1986, elle assure son train inaugural roulant jusqu'à Paris. Elle est la seule Pacific État préservée en France. Elle roule régulièrement. Il lui faut 1,5 tonnes à 2 tonnes de charbon et de 10 à 15 mètres cubes d'eau au 100 km et elle peut développer 2500 chevaux. Les 140C sont les premières locomotives puissantes
pour trains de marchandises construites après la fusion des réseaux Ouest et État, et elles sont à la fois légères pour être acceptées par les petites lignes faiblement armées de l'ouest de la France, et puissantes pour l'attraction de trains de plus en plus lourds, d'une belle époque qui laisse, pour un temps encore, le monopole absolu des transports terrestres pour le rail. Très réussi techniquement, ces locomotives font partie du paysage ferroviaire français pendant plus de 60 ans, assurant le 28 septembre 1975 le dernier service régulier en traction vapeur en France pour le compte du réseau CFTA au dépôt de Grès. Pour ce qui est de leur réseau d'origine, elles sont affectées à l'ensemble des grands dépôts, assurant la traction des trains de marchandises, mais aussi des omnibus voyageurs. Elles circulent sur les lignes de Paris au Havre, la Grande Ceinture, Paris-Cherbourg, Paris-Granville, etc. On les voit à Mésidon, au Mans, à Rennes, à Brest, à Nantes, à Bordeaux, assurant 1000 tâches sur les lignes normandes, bretonnes et de la façade atlantique. Sans nul doute, ces locomotives s'inspirent des méthodes allemandes et anglaises du début du siècle, évitant des locomotives complexes, refusant le compoundage, choisissant la simplicité d'entretien, quitte à se contenter de performances modestes. Le réseau de l'État, qui vient d'hériter du réseau de l'Ouest en 1908, est un réseau pauvre, desservant des régions à faible trafic et peu industrialisées. Il faut donc jouer la carte de la prudence, d'autant plus qu'il ne s'agit nullement d'assurer, sur un réseau essentiellement rural et dispersé, une politique de train rapide. Ces machines étaient très appréciées pour leur conduite facile et surtout pour une absence quasi totale d'incidents. Cette belle locomotive naît dans une époque troublée, les 170 premiers exemplaires de la série étant mis en service en 1913 et les suivantes, du fait de la Première Guerre mondiale, le sont seulement en 1916-1917 grâce au constructeur anglais North British qui prend en charge les locomotives 140-171 à 140-370. Dans le train de nuit, il y a des fantômes qui me sourient quand nous passons sur les prairies. Dans le train de nuit, il y a des royaumes, et puis du bruit, et puis Paris au bout de la nuit. Les souvenirs si tendres viennent s'y faire entendre. J'entends la voix des flots enchanteurs qui font au fond de mon cœur des sérénades. J'entends le triste appel des bateaux et la chanson des oiseaux sur l'esplanade. Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée remarque les performances de cette série et la direction de l'artillerie les sélectionne pour le service dit de l'ALVF, artillerie lourde sur voie ferrée. Leur faible poids paresseux, 16 tonnes et demie, et leur puissance à basse vitesse, en effet, les désignent particulièrement pour la remorque de lourdes pièces d'artillerie sur des voies provisoires construites par le génie en fonction des mouvements du front. Une série supplémentaire de 70 exemplaires est donc construite pour les besoins de l'armée et, après 1918, elle sera répartie entre les réseaux de l'Est et du Paris, Lyon et Méditerranée, trouvant alors des tâches normales de remorque de trains de marchandises. Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. J'entends la
la ville qui me dit bonsoir. Et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. L'importante série de 250 exemplaires de la 141C Ouest 100 est la locomotive mixte tous usages utilisée sur le réseau de l'État à partir de 1921, en tête de trains de voyageurs express ou omnibus, mais aussi de trains de messagerie ou de marchandises. Leur faible charge par essieu leur ouvre l'ensemble des nombreuses petites lignes de l'ouest de la France. Cette locomotive est bien une locomotive du réseau de l'État, mais ses plans sont d'origine PO et elle est issue des 141 de la série des 5800 de ce dernier réseau. Il n'était pas rare du temps des anciennes compagnies, même si elles étaient des entreprises privées et parfois concurrentes, d'échanger des informations, des pratiques, du matériel et même des plans. C'est ainsi que le réseau du Midi eut des locomotives type Nord, comme les 230A, ou le Nord eut des locomotives type PO, les fameuses Chapelon Nord surnommées PO sur ce réseau, et le PLM, pour sa part, emprunta des séries de locomotives et en prêta. Les 141 PLM furent aussi commandés par le réseau Nord. Ces locomotives sont des simples expansions à 2 cylindres, c'est-à-dire qu'elles traduisent un choix en faveur de la robustesse et de la facilité de conduite. Ces qualités sont souhaitées au point de fixer la pression de la chaudière, ou timbre, selon le terme désignant le timbre en cuivre apposé par le service des mines sur la chaudière, à seulement 12 kg par cm² sur les premières machines, ce qui permet certes d'escompter une réelle longévité pour l'ensemble de l'appareil producteur de vapeur et pour le mécanisme. Mais les performances s'en ressentent. À 12 hectopièses, mesure d'époque équivalent à 1 kg par cm², la locomotive développe 1540 chevaux à 60 km/h et 830 chevaux à 100 km/h. En augmentant le timbre à 14 kg par cm², il est possible d'obtenir une puissance estimée à 1700 chevaux à 60 km/h et encore 1160 chevaux à 100 km/h, ce qui est chose faite à partir de 1932 sur l'ensemble de la série. C'est dire l'importance de la pression de la chaudière, et cela explique pourquoi toute l'histoire de la locomotive à vapeur est une continuelle augmentation des pressions, passant de 3 ou 4 kg par cm² avec les premières locomotives à plus de 20 kg par cm² avec les machines les plus perfectionnées américaines ou européennes de la fin de la traction vapeur. La locomotive 141 C50 est transformée en 1928 à Sotteville et reçoit une distribution à soupape Renault. La locomotive économise en moyenne 10% de son combustible. L'élévation de la pression à 14 kg et un échappement Kill-Chappe augmentent encore sa puissance. En 1937, la 141C113 est transformée en profondeur et devient la 141E113, capable de remorquer un train de 800 tonnes à 72 km/h de moyenne et de développer 2800 chevaux sur le banc d'essai de Vitry. La SNCF ne donnera pas suite au projet de transformation de 30 autres locomotives selon les mêmes principes. La vapeur est déjà condamnée. Les 141C termineront leur carrière sur la région ouest, certaines roulant jusqu'à la fin des années 1970. La série des Royal Scott est la dernière construite du type 230 et montre que, en dépit d'un essieu de moins que les Pacifiques, on peut faire aussi bien, sinon mieux, avec cette disposition d'essieu qui, durant les années 30, est considérée comme dépassée. Aussi lourde qu'une Pacifique, aussi puissante qu'une Pacifique, moins chère et moins gourmande qu'une Pacifique, on croirait entendre une publicité connue pour une boisson qui a l'air d'une autre, sans l'être tout à fait. C'est bien le cas de la Royal Scott.
Ces 70 locomotives de type 230 sont mises en service à partir de la fin de 1927, à une époque où l'ensemble des réseaux européens continentaux est, depuis longtemps, au stade de la Pacific 231 et où déjà arrivent les Mountain 241. Classique par sa disposition d'essieu, elle l'est aussi par son moteur à 3 cylindres simple expansion. La série reçoit des noms de régiments de l'armée anglaise ou des noms d'anciennes locomotives disparues. Le LMS est tellement fier de sa nouvelle locomotive qu'il l'envoie aux USA en 1933 à l'exposition universelle de Chicago et pour faire un circuit de démonstration de 17 000 km autour du grand pays. Ces machines ayant des défauts de jeunesse importants, un ingénieur réputé venant du Great Western les fait reconstruire intégralement à partir de 1942. Nouvelle chaudière, nouveaux cylindres, nouveaux châssis pour certaines, rehausse de tendeur, etc. Bref, dit-on à l'époque, il n'y a guère que les plaques des locomotives qui soient conservées. Et là, le succès est sans égal et dure après la guerre jusqu'au milieu des années 60, les Royal Scots surpassant bien des Pacifiques pourtant à leur apogée et conservant, jusqu'à l'arrivée de la traction diesel, une réelle suprématie dans le service des trains rapides. Quelques-unes sont préservées par des associations anglaises. La série des King du Great Western est ainsi nommée parce que chacune d'entre elles porte le nom d'un souverain britannique. Elles sont parmi les plus performantes locomotives du type 230 jamais construites, équivalent et même surpassant bien des Pacifiques. Toujours plus vite, toujours plus lourd, toujours plus grand, telle est la loi de l'évolution des chemins de fer. Gagner du temps, emporter encore plus de charges, donner encore plus d'espace aux voyageurs et aux marchandises, voilà ce à quoi les ingénieurs de la traction ont dû répondre depuis les débuts du chemin de fer en 1804. Le Great Western n'échappe pas à cette règle et, à la fin des années 20, ces locomotives commencent à être à bout de souffle devant l'accroissement du poids des trains et surtout la demande de vitesse accrue. Mais depuis plus de 20 ans, un vaste programme de renforcement des ponts a été entrepris sur le réseau et il parvient à son terme. Il est possible maintenant d'engager des locomotives plus lourdes, plus puissantes donc, et dont le poids à l'essieu peut désormais atteindre 22 tonnes et demie. Mais cette nouvelle locomotive devra surpasser une autre série qui occupe bien le terrain, les Castle, ou châteaux. Les performances sont là et justifient pleinement ce savoir-faire très pragmatique des ingénieurs des chemins de fer qui consiste à procéder par retouche d'une série à une autre. Les rampes très fortes du Great Western sont franchies avec 360 tonnes remorquées au lieu de 315 tonnes jusque-là. Mais les possibilités du foyer dépassent en fait celles du chauffeur qui ne peut, physiquement, charger assez de charbon. Un essai avec 2 chauffeurs chargeant le foyer en permanence fait qu'un incroyable train de 25 voitures est remorqué à 93 km/h entre Reading et Bristol et un autre essai permet à une King de rouler à 175 km/h en 1955. Les King assureront à partir de 1928 l'ensemble des trains rapides du Great Western jusqu'au début des années 60, quand la traction diesel se généralise sur le réseau britannique. Née aux USA et destinée au chemin de fer français, la R est une des locomotives les plus célèbres en France et représente à elle seule la plus importante série jamais mise en service dans ce pays, avec 1323 locomotives. Elle a sauvé le chemin de fer français au lendemain de la guerre et a assuré jusqu'à la fin de l'ère de la vapeur la traction de toutes sortes de trains, voyageurs et marchandises. Cette locomotive est à disposition d'essieux type 141 avec un essieu porteur avant, 4 essieux moteurs et un essieu porteur arrière. Il s'agit donc d'une locomotive dite mixte, ni rapide ni lente, d'une puissance moyenne, de performance moyenne, mais apte à tout faire. Et on la verra absolument tout faire sur le réseau français.
trains de marchandises, manœuvres, trains de travaux, trains de voyageurs, omnibus ou même express. Limitée à 105 km/h, capable de parcourir toutes les lignes, elle est la locomotive universelle par excellence. Robuste, très simple mécaniquement, issue d'un modèle américain mis au point pour la Première Guerre mondiale, peu évoluée techniquement par rapport au compound, elle est la première locomotive française à être conduite en banalité, c'est-à-dire avec des équipes qui se relaient. C'est la fin de l'époque des équipes titulaires, fidèles à la même locomotive dont ils sont responsables. C'est pourquoi elles atteignent des parcours journaliers records de l'ordre de 190 km, double de ceux des locomotives à équipe titulaire. Durant les années 50, les 141R effectuent 45% du tonnage total de la SNCF à elles seules. Presque la moitié du trafic ferroviaire français. Elles termineront l'ère de la traction vapeur, étant retirées du service dans les années 1970. Ouverte le 20 juin 1953, l'exposition des transports de Munich présente au monde entier le savoir-faire allemand dans tous les domaines des transports. Le chemin de fer est la section la plus importante et la nouvelle locomotive type 131 de la série 23 attire l'attention. L'Allemagne est un des derniers pays industrialisés à encore produire des locomotives à vapeur. Après la Seconde Guerre mondiale, le réseau allemand est en cours de reconstruction et il y a un grand manque de locomotives à vapeur. La question se pose de savoir s'il faut construire des locomotives sur des types anciens et éprouvés ou bien sur des types nouveaux à étudier. L'excellent programme des locomotives unifiées de 1925 est encore présent dans les mémoires et les ingénieurs penchent plutôt pour la première solution, celle de type ancien, mais en les modernisant. Les principes directeurs de cette rénovation du parc de locomotives à vapeur sont les suivants. Un prix de construction relativement faible, des frais d'entretien réduits, des parcours sans réparation entre les révisions normales en atelier, une faible consommation de charbon, un temps d'entretien en service réduit, une cabine de conduite disposée de façon rationnelle. Appelées à remplacer les fameuses type 230 dites P8, les locomotives type 23 sont donc des machines mixtes aptes à tous les services. La disposition d'essieux type 131 est rare pour les locomotives à tendeurs séparés, mais est retenue ici pour donner des performances égales dans les deux sens de marche. La forme du tender, d'ailleurs, traduit bien cette intention avec sa rehausse étroite et haute, dégageant bien la vision depuis la cabine en marche arrière.
puissante, avec 1785 chevaux estimés, et surtout légère, avec un poids paressieux de seulement 17 tonnes, lui ouvrant toutes les lignes allemandes, cette locomotive comporte un foyer à faible surface de grille, 3,11 m², mais à grande surface de rayonnement, 17,1 m², grâce à une chambre de combustion. La chaudière, le châssis et la cabine sont entièrement soudés. L'échappement est du type Kilchap, du nom des ingénieurs finlandais Kilala et français Chaplon. Les boîtes d'essieu ont des roulements à rouleaux. La chaudière est dotée d'un réchauffeur d'eau par mélange avec la vapeur d'échappement et le refoulement de l'eau dans la chaudière se fait par turbopompe. Ces machines très modernes resteront en service jusque dans les années 80, terminant pratiquement l'ère de la traction vapeur allemande.